l'histoire du mardi, c'est passé présent et c'est sur TV Liberté bien sûr. Bonjour Philippe. Bonjour Catherine. Alors notre programme d'aujourd'hui va m'amener à évoquer, dans un contexte où l'on parle beaucoup de laïcité, les luttes de la République contre l'Église qui ont marqué les débuts de la Troisième République. Puis ensuite Catherine nous parlera d'une star hollywoodienne, Eddie Lamar, grande vedette des années 40 et 50, mais qui a eu une autre vie qu'elle nous révélera. Tout à fait inattendu. Et puis nous recevrons Oscar Freisinger, une interview tout à fait intéressante. Oscar Freisinger, on le sait, qui est un des animateurs de l'Union du Centre démocratique suisse, qui mène un bon combat au nom du populisme, entendu au meilleur sens, sens du terme. Si tous les centres étaient comme ça, ce serait très bien. Les centristes comme ça, on apprécie. Avant d'en venir au sujet que je vous ai annoncé, je voudrais informer nos téléspectateurs d'un colloque qui me paraît d'un intérêt majeur, qui va se tenir à la Sorbonne le jeudi 12 novembre, à la salle des actes, 1 rue Victor Cousin, dans le 5e arrondissement, donc Sorbonne, salle des actes, 1 rue Victor Cousin. C'est un colloque organisé par Olivier Dard et Jacques-Olivier Boudon, et qui va porter sur le sujet suivant: être nationaliste à l'ère des masses en Europe, figure, réseau, transfert. C'est la période 1920 qui est concernée. Près d'une vingtaine d'interventions sont prévues, donc entre le jeudi 12 novembre et le vendredi 13 novembre. J'en indique simplement quelques-unes pour donner une idée de la qualité de ces travaux. Olivier Dard, par exemple, va parler de la genèse et de la structuration du nationalisme français. Didier Musidlac va parler de Maurice Barrès, Gabriel D'Annunzio et Hans Junger et la question de l'esthétique. Bertrand Joly va parler de Paul Déroulède et de l'Allemagne, les ambiguïtés du nationalisme. Enfin, Michel Grunewald parlera de Müller-Vandenbruck, l'itinéraire d'un nationaliste jeune conservateur de l'Allemagne wilhelmienne à la République de Weimar. Donc, colloque sur le nationalisme à la Sorbonne les 12 et 13 novembre prochains. Alors, comme je le disais il y a un instant, on parle beaucoup aujourd'hui de laïcité, un petit peu n'importe comment. On a plutôt affaire à une sorte de bouillie intellectuelle qu'autre chose. C'est la raison pour laquelle il faut fonder toute réflexion sur cette question sur une approche documentaire et argumentaire solide. C'est la condition pour pouvoir analyser de manière sereine ce problème. Et il est donc tout à fait légitime dans cette perspective de revenir au conflit qui a opposé la République à l'Église au début de la Troisième République, un conflit qui a duré pratiquement pendant 3/4 de siècle. Alors revenons en arrière, les Républicains l'emportent en 1877, le président MacMahon, invité à se soumettre ou à se démettre, va finalement se démettre. Jules Grévy est élu président de la République et les Républicains vont être majoritaires désormais dans les deux chambres, à la Chambre des députés et au Sénat. La République proclamée en septembre 1870 devient véritablement républicaine, puisque dans les premières années qui ont suivi la guerre, on le sait, la majorité qui avait été élue à l'Assemblée de Bordeaux en février 1871 était une majorité conservatrice qui avait pour vocation en fait une restauration de la monarchie qui ne s'est jamais opérée. On sait dans quelles circonstances. Alors les Républicains sont vainqueurs. Plusieurs groupes, la gauche républicaine de Jules Ferry, l'Union républicaine de Gambetta, les républicains radicaux avec Clémenceau et Brisson. Et ces républicains, il y a un dénominateur commun pour les mobiliser, c'est l'urgence et la nécessité pour eux de prendre des mesures anticléricales. Alors, ils ont des comptes à régler effectivement avec le clergé. Ils lui reprochent d'avoir soutenu l'ordre moral qu'a cherché à imposer MacMahon au cours des années précédentes.
Il reproche à ce clergé d'avoir inspiré aussi en 1850 la fameuse loi Fallou, votée par la majorité à l'époque du Parti de l'Ordre. Il reproche au clergé d'avoir inspiré la loi de 1875 introduisant des jurys mixtes pour la collation des grades universitaires, tout cela représentant autant d'atteintes au monopole universitaire instauré par Napoléon Ier, monopole que même la Restauration, la monarchie de Juillet, n'avait pas cherché à entamer. De plus, les anticléricaux, ils ont constaté que de nombreuses congrégations religieuses disparues à l'époque de la Révolution, eh bien, sont revenues en France, sont réapparues sous la Restauration, avec une demande d'autorisation à la clé, et puis que ensuite, après 1850, eh bien, ces congrégations sont revenues en oubliant de demander cette autorisation, mais en bénéficiant des faveurs des pouvoirs politiques et administratifs. Le résultat, c'est que la moitié des institutions d'enseignement à l'époque sont des institutions religieuses, et dans le cas de l'enseignement des filles, les 4/5 des institutrices sont des religieuses. Alors, nos républicains, qui sont agnostiques, libres penseurs, francs-maçons souvent, eh bien, ils décident qu'il faut laïciser l'enseignement pour arracher, disent-ils, la belle jeunesse française aux ténèbres de l'obscurantisme et de la superstition, langage connu évidemment à l'époque. Celui qui va représenter cet effort, cette action au début de la République républicaine, c'est Jules Ferry, ministre de l'Instruction publique dans le ministère Waddington, qui va présenter en mars 1879 des projets de loi qui ont de quoi inquiéter les catholiques, puisqu'on va éliminer les membres du clergé du Conseil supérieur de l'instruction publique. On va décider que seules les facultés d'État peuvent donner des grades universitaires. On va supprimer les fameux jurys mixtes évoqués plus haut, et on va décider que les établissements d'enseignement supérieur libre ne peuvent pas bénéficier du titre d'université. En plus, un article de ce projet de loi prévoit que nul n'est admis à diriger un établissement d'enseignement s'il n'appartient pas à une congrégation clairement autorisée. Alors, il y a 500 congrégations qui sont concernées, mais parmi toutes ces ordres religieux, celui qui est spécialement visé à l'époque dans l'imaginaire républicain, c'est l'ennemi à abattre, ce sont les jésuites. Les jésuites avaient été expulsés de France sous la monarchie en 1764, ils étaient revenus sous la Restauration. Ils n'avaient pas demandé la fameuse autorisation prévue à l'époque par une loi que personne en fait ne respectait, et du coup on va pouvoir s'en prendre à l'ordre fondé par Saint Ignace de Loyola. Grosse agitation à la Chambre en juin 79, un discours du bonapartiste Paul de Cassagnac particulièrement vigoureux, n'est-ce pas, qui dénonce un gouvernement infâme de scélérats et de lâches. Ça se termine en empoignade, en échange de coups, en bagarre générale, mais la Chambre va voter par 333 voix contre 164 la disparition donc des jésuites, la dispersion des jésuites. Un décret va venir confirmer tout cela sous le gouvernement Freycinet en mars 1880. On va organiser la dispersion des jésuites. On va obliger les congrégations non autorisées à se mettre en règle dans un délai de 3 mois. Alors tout cela va créer de l'agitation. En juin 80, il y a toute une manifestation qui s'organise pour protéger la maison des jésuites de la rue de Sèvres, mais le gouvernement ne cède pas. On envoie les forces de l'ordre qui vont venir arrêter dans leurs cellules chacun des ecclésiastiques concernés. On a des scènes comparables dans une trentaine d'autres départements, avec comme conséquence de nombreuses démissions d'officiers, de magistrats qui refusent de servir un gouvernement s'engageant dans cette politique.
Cela dit, les républicains vont chercher quand même l'apaisement, car ils ont un objectif prioritaire à ce moment-là. L'objectif qui est celui de Jules Ferry, c'est de faire passer les lois d'enseignement qui vont imposer, comme on le sait, l'école gratuite, obligatoire et laïque. Donc un certain apaisement va suivre cette expulsion des jésuites. D'autant que l'Église à l'époque se veut également prudente. En la personne du pape Léon XIII, il est inquiet des événements qui se déroulent en Allemagne avec le Kulturkampf, où Bismarck s'oppose à l'Église catholique. Il ne souhaite pas voir les choses se détériorer avec le régime français. Le nonce apostolique à Paris va dans le même sens. Le cardinal Lavigerie, déjà lui, explique que les ordres religieux n'ont aucune pensée d'opposition à la République. Bon, donc une certaine tendance à l'apaisement. Mais comme on attend des congréganistes une déclaration de loyalisme envoyée au ministère des Cultes, cela réveille évidemment les oppositions, radicalise les oppositions. Et en novembre 80, eh bien, ce sont 261 couvents qui voient leurs portes crochetées, ouvertes de force. Les 5000 religieux sont ainsi dispersés. Les fidèles se mobilisent, il y a des barricades. Tout cela se passe avec une certaine violence. À Paris, à Autun, à Lyon, à Cholet, à Solesmes même. L'évêque de Montpellier excommunie le préfet de l'Hérault qui a fait expulser une communauté de carmes déchaussés. Et il y a même des morts et des blessés à Lyon, à Orléans, à Lille. Ensuite, les choses vont quand même de nouveau se calmer parce que Ferry a gagné le combat qu'il a engagé pour imposer sa réforme scolaire. Donc on va tolérer la reconstitution discrète de fait des congrégations. Mais il n'en reste pas moins qu'une loi de juin 81 précise que l'enseignement primaire ne peut être dispensé que par des instituteurs titulaires d'un brevet accordé par l'État. En 82, nouvelle étape, l'instruction morale et religieuse est remplacée par l'instruction morale et civique. Et puis, la tendance va se confirmer. En 86, on interdit l'enseignement dans les écoles publiques aux religieux, tout en laissant se reconstituer plus ou moins discrètement les congrégations dissoutes en 1880. Comme l'Église reste en retrait assez clairement pendant la crise boulangiste, cela contribue aussi à apaiser l'affrontement à un moment où bientôt Léon XIII va prêcher officiellement le ralliement à la République. Il condamne bien sûr les lois qui ont été précises, qui ont été votées quelques années auparavant, mais ne met plus en cause ou ne met pas en cause le régime républicain lui-même. C'est l'époque aussi du fameux toast du cardinal Lavigerie à Alger, recevant une fienne marine, en faisant valoir que l'Église, après tout, n'a rien contre la République. Et en janvier 92, il y a même les cardinaux français et 75 évêques qui vont proclamer officiellement leur loyalisme au régime, tout en continuant bien sûr à condamner les mesures anticléricales. En 92, enfin, Léon XIII conclut tout cela avec l'encyclique qui confirme l'appel au ralliement au régime républicain. Comme les élections de 93 donnent une majorité de républicains modérés, comme l'attention est surtout retenue par la vague des attentats anarchistes, eh bien l'anticléricalisme, le conflit s'atténue quelque peu pendant tout ce temps. À la fin des années 90, les choses vont changer. En 1897, par exemple, eh bien, le père Olivier fait un sermon à Notre-Dame pour interpréter l'incendie du bazar de la Charité comme un châtiment divin, ce qui est vu par les républicains comme le comble, n'est-ce pas, de la superstition. Bon. Et puis il y a l'affaire Dreyfus qui arrive. L'épiscopat est extrêmement prudent durant l'affaire Dreyfus, mais le journal La Croix, géré par les assomptionnistes, lui, est extrêmement virulent en faveur du camp anti-dreyfusard.
ça. Une bonne partie du clergé de base, lui aussi, est mobilisé dans ce camp anti-Dreyfusard qui est attaché avant tout à la défense de l'armée face aux adversaires qui soutiennent, n'est-ce pas, l'innocence de Dreyfus. Et au bout de tout cela, les élections de 1898 donnent une majorité de gauche, hein, ce qui va aboutir à la formation d'un gouvernement de défense républicaine de Waldeck-Rousseau en juin 1899, gouvernement qui va durer jusqu'en juin 1902. Et alors là, le conflit va se réveiller, se rallumer. On va avoir un procès des assomptionnistes, dont 12 sont condamnés en janvier 1900. Leur congrégation est dissoute. Vous avez Waldeck-Rousseau qui s'insurge contre ce qu'il appelle les moines ligueurs, contre la fortune du clergé. On voit à ce moment-là se répandre le thème du milliard des congrégations, hein, pour dénoncer la richesse de l'Église, injustement gagnée comme on s'en doute. Hein. Et puis, en 1899, eh bien, on va avoir un projet de loi sur les associations qui donnera la loi du 1er juillet 1901. Mais dans ce projet libéral d'inspiration, il y a une exception, défense de s'associer pour les membres du clergé régulier. Donc on le voit, la guerre est repartie. La Chambre va même aller ensuite plus loin et en exigeant une autorisation législative pour les congrégations non encore reconnues. Hein, elles ont 3 mois pour celles qui existent. Sont 3 mois pour se mettre en règle. Alors certaines refusent par principe. Il y en a environ 600 qui vont faire la demande, mais une demande qui va rencontrer bien peu d'écho, d'autant que les élections de 1902 voient une nouvelle victoire, une nouvelle poussée de la gauche et l'arrivée au poste de président du Conseil d'Émile Combes, qui va incarner en quelque sorte l'anticléricalisme le plus dur de l'époque. Hein. Émile Combes, sénateur de la Charente inférieure, ancien séminariste, diplômé de théologie, mais qui est un anticlérical absolument farouche. Hein. En juillet 1902, il va faire fermer 2000 écoles. Il va faire interdire les communautés, les congrégations qui n'ont pas demandé d'autorisation. Quand elles le demandent, on rejette les demandes. C'est vrai pour 54 congrégations masculines et 80 congrégations féminines. Le Sénat, qui semble un peu plus libéral, est prêt à reconnaître les pères blancs et les trappistes, mais rejette les salésiens. C'est l'époque aussi, et ça symbolise tout à fait le fanatisme anticlérical de Combes, de l'expulsion des Chartreux, qui est très médiatisé, entre guillemets, si on peut employer ce terme à l'époque. Hein. Des mesures qui sont suivies de nombreuses démissions dans l'armée, dans les institutions, dans la magistrature, car évidemment l'opinion catholique est complètement indignée de tout cela, et Combes en remet une louche en septembre 1903 lors d'un discours prononcé à Tréquier à l'occasion de l'inauguration d'une statue d'Ernest Renan. La suite, c'est l'interdiction en décembre de l'enseignement à toutes les congrégations. Hein. Même les frères des écoles chrétiennes seront visés par cette mesure-là. 2400 établissements vont devoir fermer à la suite du vote et de la promulgation de cette loi. Et pour bien compléter le travail, eh bien, les ecclésiastiques sont interdits de se présenter au concours de l'agrégation nécessaire pour pouvoir enseigner dans les établissements publics secondaires. Hein. En revanche, on pourrait penser que Émile Combes, pour terminer le travail, allait chercher à obtenir la séparation de l'État. Ce n'est pas ce qu'il vise, parce que le système concordataire, qui existe depuis Napoléon, permet quand même au pouvoir de se mêler de la nomination des évêques et donne un moyen d'intervention dans tout cela. Et donc, cette affaire-là sera reportée à plus tard. En revanche, Émile Combes va rompre avec le Vatican. Hein. D'autant plus qu'à Rome, c'est un nouveau pape, le cardinal Sarto, qui est arrivé sur le trône de Saint-Pierre, hein, et il est beaucoup moins souple, si l'on peut dire, que Léon XIII, et on va ainsi, à travers les conflits relatifs à la nomination des évêques, à travers le voyage officiel du président Loubet à Rome, première visite officielle d'un chef d'État d'un pays catholique depuis que l'Italie unifiée a annexé les États de l'Église, tout cela va aboutir le 30 juillet 1904 à la rupture des relations diplomatiques. Hein. Alors ensuite, le gouvernement Combes va tomber,
c'est la fameuse affaire des fiches qui va entraîner sa chute, et la marche vers la séparation de l'État va se confirmer avec le ministère Rouvier, beaucoup plus modéré, qui nomme le jeune Aristide Briand à la commission chargée de préparer cette séparation de l'État. Alors cette séparation, elle va être finalement votée en juillet 1905, la loi sera promulguée en décembre, hein. C'est la fin du concordat napoléonien, l'État ne finance plus les cultes et les ministres du culte, les biens de l'Église appartiennent à l'État, mais des associations cultuelles vont être constituées pour s'en charger. Alors le pape évidemment proteste, est hostile à ces mesures, d'autant que dans l'article 3 de cette loi de séparation, on prévoit l'inventaire de tous les biens d'église, ce qui va être l'occasion d'une poussée de température supplémentaire, parce que cet inventaire, dans les différents sanctuaires, va mobiliser les fidèles qui considèrent cela comme une profanation. Hein, beaucoup d'agitation, des manifestations. Il y a même un mort dans le nord de la France à l'occasion de ces fameux inventaires. Ensuite, la liquidation des biens des congrégations va faire scandale, parce qu'on va se rendre compte que certains là vont en profiter pour s'enrichir d'une manière tout à fait scandaleuse, justement. Et puis tout cela va être un petit peu oublié quand se déclenche la guerre de 1914, hein, Malvy à l'intérieur, d'un côté il met de côté le carnet B d'arrestation des syndicalistes et des anarchistes, et puis d'un autre côté il suspend la législation sur les congrégations, ce qui fait que de nombreux congréganistes vont rentrer en France pour venir faire leur devoir pendant l'immense épreuve qui va durer jusqu'en 1918, et à l'issue de la guerre, le bloc national va confirmer ce retour des congrégations, et quand le cartel des gauches voudra remettre tout cela en cause, eh bien il se heurtera à une très forte résistance et finalement renoncera. Merci Philippe. Savez-vous que le 9 novembre, c'est la journée mondiale des inventeurs? Peut-être pas. Et savez-vous pourquoi c'est le 9 novembre? Eh bien parce que c'est la date de naissance d'une actrice hollywoodienne un petit peu oubliée, Eddie Lamar. Alors vous allez me dire quel rapport entre une actrice et les inventeurs? Eh bien, c'est ce que je vais vous expliquer. Alors Eddie Lamar, elle est née effectivement le 9 novembre 1914 à Vienne, et elle s'appelle Hedwige Eva Maria Kissler. Elle est née de parents juifs, le père est ukrainien, c'est un banquier, la mère est hongroise, c'est une pianiste d'une beauté stupéfiante, et bien sûr la petite fille va hériter de la beauté de sa maman. Ses parents juifs se sont convertis au catholicisme, ils ont une vie agréable à Vienne, et malgré la guerre, et un jour ils ont des revers de fortune, et la petite Hedwige, qui a un QI absolument extraordinaire, un QI de prix Nobel, plus un physique de star, eh bien elle s'ennuie à l'école, elle s'ennuie dans sa famille. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le chemin des studios de cinéma de Jörg Jacobi. Alors ce sont des studios tout à fait honorables, hein, qui ont fait tourner Marlène Dietrich, Paula Negri, qui ont tourné Quo Vadis, film qui a eu beaucoup de succès à l'époque. Alors sa beauté interpelle, dérange, elle a 16 ans. Hein. Elle va commencer à regarder beaucoup. D'abord on la prend comme secrétaire, comme script, comme bouche-trou, puis elle est tellement belle qu'évidemment, même Max Reinhardt, un grand metteur en scène de théâtre, va dire: cette fille est la plus belle fille du monde. Elle a 17 ans à l'époque. Elle commençait très fort. Finalement, elle va tourner son premier rôle, tout petit rôle, hein, dans un film qui s'appelle Geld auf der Straße, l'argent dans la rue, avec, tenez-vous bien, la grand-mère de Romy Schneider. Tout petit rôle, mais très prometteur, tellement bien qu'elle quitte Vienne pour Berlin. Et là, elle tourne de plus en plus avec un certain succès, toujours des petits rôles, mais on la remarque. Et puis en 1933, alors là, elle va frapper un grand coup parce qu'elle va tourner un film dont on sera la vedette. Ce film s'appelle Extase et c'est le seul film
non pornographique, enfin le seul à l'époque, peut-être qu'il y en a eu beaucoup depuis, non pornographique où on voit une fille nue et qui mime un orgasme. Ça fait un scandale, mais épouvantable. Elle a 19 ans, ce film est présenté à la Biennale de Venise, le Vatican intervient, Pie XI va interdire le film, enfin les ligues de vertu sont scandalisées, mais elle est lancée. Et dans la foulée, elle va épouser un industriel de l'armement, un Autrichien qui s'appelle Friedrich Mandl, qui est non seulement c'est un spécialiste de l'armement, il en produit, il en vend, il en achète, etc. Il en imagine, mais surtout c'est un fasciste convaincu, c'est-à-dire qu'il n'est pas nazi, il est vraiment fasciste. C'est un des meilleurs amis de Mussolini, qu'il voit souvent. Et il a tout un groupe autour de lui, dont le prince Ernst Starhemberg. Et il emmène sa très jeune femme avec lui. D'abord parce qu'elle est très spectaculaire, il la couvre de bijoux. Et il ne se rend pas compte de son intelligence et de son amour des sciences. Cette fille qui n'a quasiment pas fait d'études est une véritable éponge quand il s'agit d'apprendre des choses. Et il l'emmène finalement sans se douter qu'elle écoute et qu'elle comprend et qu'elle va toujours plus loin pour comprendre. Il l'emmène dans toutes les réunions d'armement et elle rencontre tout le monde et elle écoute et elle commence à se dire, vous savez, on est en 1933, 34, 35, elle se dit oula, les nazis ça me plaît pas trop. Elle se souvient que quand même la famille était juive, l'antisémitisme commence à l'ennuyer et en plus son mari industriel de l'armement est d'une jalousie pas possible. Il lui a interdit de tourner des films, il a racheté toutes les copies de Extase pour que personne ne voit sa femme nue, mais évidemment c'est trop tard et elle a en gros le droit d'être belle et de se taire. Mais c'est pas le genre, hein, c'est pas le genre. La petite Edwige, elle a de la personnalité, donc elle décide de se sauver. Et comme il la surveille, et il lui a mis une robuste gouvernante autrichienne sur le dos, où il surveille ses moindres faits et gestes, elle va profiter d'une grande soirée où elle dit à son mari « Mon chéri, je voudrais porter tous mes bijoux aujourd'hui pour étinceler. » Alors il dit « Pas de problème », il va chercher au coffre. Donc c'est une véritable chasse avec tous ses bijoux. Et la gouvernante, toujours, la surveille, mais elle va droguer la gouvernante, elle va l'endormir, elle va lui prendre son uniforme, cacher les bijoux dans un petit sac et se sauver pendant la nuit. Une histoire digne d'un film. Alors on la retrouve un petit peu en Suisse, un petit peu à Paris, mais son but c'est quand même Hollywood. Elle rencontre à Paris Louis Meyer qui je dis oulala, celle-là elle est sulfureuse, extase, j'ai vu ça, ça va pas passer à Hollywood, c'est pas possible. Mais c'est pas du genre qui lâche, la petite Edwige. Donc elle va le retrouver sur le Normandie, allant vers New York, et là elle va le convaincre qu'il ne peut pas se passer d'elle. Donc elle change de nom et devient Eddie Lamar et arrive à Hollywood avec une virginité nouvelle. Elle va tourner tout de suite un grand rôle dans Casbah, qui est un remake de Pépé le Moko, où elle joue évidemment la jolie parisienne couverte de bijoux. Les bijoux du mari ont bien aidé quand même à son installation, elle les a vendus entre-temps. Mais la voilà donc sous contrat avec Hollywood, mais elle n'est pas comme les autres. Et elle, au lieu de courir les cocktails et d'être écervelée, elle réfléchit. Et elle a rencontré un pianiste et un compositeur qui s'appelle George Antheil. Et ce compositeur, il est passionné par les pianos mécaniques. Il a en particulier fait un concerto à Paris, il écrit des concertos pour 16 pianos mécaniques. Ça a eu un grand succès. Et donc, il connaît très très bien les bandes perforées, vous savez, dans les pianos mécaniques. Et elle a l'idée d'un système de transmission qui ne serait pas déchiffrable et qui servirait pour les torpilles, mais pour aussi toutes les transmissions. Parce que si on utilise une seule fréquence, c'est facilement déchiffrable, et elle va inventer ce qui va s'appeler l'étalement de spectre par saut de fréquence. C'est-à-dire que première information passe sur une fréquence, la deuxième sur une autre qui n'a rien à voir, et le lien avec le piano mécanique est évident, 88 touches de piano mécanique, 80 fréquences. Et elle invente ça avec George Antheil, mais George Antheil dira toujours très honnêtement que c'est son idée à elle, c'est elle la tête, lui il connaît simplement les bandes perforées. Ils vont déposer le brevet,
et elle l'offre aux États-Unis, à l'armée des États-Unis, qui la prend pas très au sérieux. Elle est trop belle, pas possible qu'elle ait inventé un truc comme ça. Donc ils prennent le brevet, ils disent merci, mais comme elle dira un petit peu énervée, ils ont cru qu'il fallait mettre un piano mécanique dans chaque torpille. Ils n'ont rien compris, ils s'en sont pas occupés. Elle aura sa revanche parce qu'en 1962, l'électronique aura remplacé les cartes perforées des pianos mécaniques et ça sera utilisé pendant la crise de la baie des Cochons. Puis ça sera utilisé au Vietnam et c'est toujours utilisé si vous avez Internet ou un téléphone portable, ce dont je ne doute pas, sauf vous, Philippe, parce que vous avez 4000 ans, mais eh bien, vous le devez à Hedy Lamarr, parce que ça s'appelle toujours la technique Lamarr, et ça a donné le GPS, le Bluetooth, le Wi-Fi, et tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Inattendu quand même pour cette fille qui est tellement spectaculaire. Alors elle va faire une carrière, comme d'autres, hein, son grand rôle, à part Casbah, elle va tourner un film assez amusant qui est une rareté maintenant qui s'appelle Camarade X et qui est une charge contre l'URSS où elle joue un conducteur, une conductrice de tramway déguisée en homme qui lutte contre le communisme. Elle va tourner un film en 1942 qui est censé se passer à Paris. Et sinon, son grand rôle, c'est Samson et Dalila de Cécile B2000. Bon, c'est la brune spectaculaire, belle à tomber par terre, mais qui a toujours un peu la même expression, quoi, la femme dure et inaccessible, etc. Et puis, surtout, dans la vie courante, eh bien, elle aime les hommes. Elle aime les hommes, comme elle dira, je les prends jamais à moins de 35 ans, ils ont trop à apprendre et j'ai pas le temps de leur faire la leçon. Alors la liste de ses amants, il faut que je prenne mon souffle. Elle aurait commencé par Hitler au moment de son mariage. Bon, l'intéressé n'a pas confirmé. Il y a Eric Maria Remarque, Stuart Granger, Robert Capa, David Niven, Errol Flynn, Kennedy, 1945. Mais enfin, lui, il sautait sur tout ce qui bougeait. Jean-Pierre Aumont, qui a été son fiancé. Quand il s'est rendu compte qu'elle était peut-être un peu olé olé, il lui a dit on rompt nos fiançailles. Elle a jeté la bague de fiançailles par terre. Et puis elle s'est ravisée, elle l'a récupérée parce que les bijoux, ça peut toujours servir. Hein, comme on dit, je n'ai jamais détesté un homme au point de vendre ses bijoux. George Montgomery, Orson Welles, Otto Preminger, Clark Gable, Robert Taylor, Charles Boissier, Billy Wilder, Spencer Tracy, Ray Milland. Enfin bon, c'est tout le who's who de Hollywood. Sinon, elle va se marier 6 fois. Vous avez bien entendu, 6 fois. Comme elle dira, souvent mon mariage, la cérémonie durait 6 minutes et mon mariage à peu près autant, mais quoi qu'il fallait 1 an pour divorcer. Ça va pas être la mère de l'année. Hein. Elle va adopter un petit garçon qui sera impliqué dans un fait divers. Plus tard, il deviendra policeman et il tuera un gamin de 14 ans noir. Bon, voilà. Sinon, elle va avoir 2 enfants, mais elle s'en occupera pas. Le seul prix qu'elle aura, et ça sera le prix Pomme Acide, parce qu'elle était extrêmement désagréable avec les journalistes. Elle finira assez tristement, elle meurt en 2000. Avant, elle était devenue kleptomane, arrêtée plusieurs fois par la police, fera de la chirurgie cosmétique ratée, enfin bref, une vie un petit peu triste, mais quand même, la journée des inventeurs, grâce à elle, alors moi je dis bravo Hedy Lamarr. Nous avons le plaisir de recevoir, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, Oskar Freshinger. Oskar Freshinger, qui est un homme politique suisse, hein, qui est vice-président de l'Union démocratique du Centre, hein, qui est un parti, pour reprendre le vocabulaire aujourd'hui dominant, populiste, et qui est le premier parti de Suisse qu'il a brillamment confirmé lors des élections qui
qui ont eu lieu le 18 octobre dernier. Ce parti populiste, il est très attaché évidemment à l'identité suisse, à l'identité helvétique, et c'est tout naturellement que nous avions demandé, j'avais demandé à Oskar Fressinger au mois de mai dernier, quand nous avons réalisé un numéro de la Nouvelle Histoire avec un dossier consacré à la Suisse sous le titre Identité et démocratie, la Suisse de Guillaume Tell à Oskar Fressinger. C'est tout naturellement donc que je lui avais demandé de nous expliquer quelle était sa vision de l'histoire helvétique et en quoi il était possible d'établir un lien entre une conscience historique et une conscience identitaire. Donc c'est la raison pour laquelle, étant donné qu'il est de passage à Paris, je l'ai invité sur notre plateau et je le remercie tout d'abord d'avoir bien voulu accepter de répondre à nos questions. Une toute petite question avant d'entrer dans le vif du sujet. Est-ce que ce numéro de la Nouvelle Revue d'Histoire du mois de mai 2015 est encore disponible? Est-ce que nos amis auditeurs peuvent se le procurer en écrivant à la Nouvelle Revue d'Histoire, 88 avenue des Ternes, 75 017 Paris, ou en téléphonant au 01 40 54 01 70. Oui, il est toujours disponible. Hein. C'est une bonne nouvelle. Voilà. Au passage, c'est un numéro dans lequel vous trouverez aussi une interview d'Éric Zemmour. Voilà. Excusez du peu. Voilà. Bon, alors, Oskar Fressinger, excusez-moi, Oskar Fressinger, nous sommes bien obligés de constater aujourd'hui que la Suisse apparaît en Europe comme un cas à beaucoup d'égards exemplaire. Voilà un petit pays avec une population modeste par rapport aux grandes nations européennes, mais qui, de manière étonnante au fil des dernières années, manifeste une capacité de résistance, de résilience, qui, loin de se démentir, ne fait que se développer par rapport aux projets hégémoniques qui sont d'une part le projet de la technocratie bruxelloise, de transformer l'Europe en un immense marché étroitement lié aux États-Unis, et d'imaginer pour la suite finalement des sociétés coupées de leur passé, coupées de leur identité traditionnelle, dont les individus citoyens seraient réduits au rang de consommateurs et exclusivement à ce rang-là. Et on a été surpris de voir la Suisse, que l'on pouvait imaginer par ailleurs comme un pays justement très bourgeois, bourgeois cossu, tout à fait ouvert sur le monde à travers notamment les flux financiers qui y passaient. Vous êtes surpris de voir la Suisse résister à ce qui apparaît comme un projet mondial, qui pouvait apparaître comme quelque peu lié à ce qu'elle représente habituellement dans l'opinion des gens. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de voir dans quelle mesure nous pouvons trouver dans l'histoire les clés qui nous permettent d'expliquer ce phénomène. Hein. Tout d'abord, je crois qu'il est bon de rappeler pour nos téléspectateurs dans quelles conditions historiques s'est forgée cette confédération helvétique au cours du Moyen-Âge, car ça commande, je crois, toute une série de conséquences, ça commande tout un imaginaire national, ça commande tout un ensemble de représentations qui ont contribué à forger une identité spécifique au cœur de cette Europe alpine. Pour répondre d'abord aux deux premières interrogations que vous aviez, donc la Suisse est au cœur de l'Europe, c'est le cœur de l'Europe, et ce cœur bat au rythme de la liberté. Nous étions toujours au cœur de quelque chose de pas très positif. Par exemple, lorsque les forces de l'Axe occupaient toute l'Europe, nous étions toujours ce cœur libre. Dans le cadre du Saint-Empire romain, dont nous avons peu à peu pu nous émanciper également, nous étions ce cœur qui battait librement et qui en plus est représenté dans son drapeau par
une croix qui en même temps montre les liaisons entre le nord et le sud, et l'est et l'ouest, parce que nous sommes un lieu de passage. La Suisse a toujours été un lieu de passage. Et c'est un paysage alpin, donc nous avons pris de la hauteur grâce aux montagnes sur lesquelles nous vivons. Et c'est ces montagnes aussi qui nous ont forgé le caractère et qui ont permis justement de forger cet esprit d'indépendance que nous avons. Donc tout ça est lié, la terre, la situation géographique, les habitants, c'est disons. Ensuite, il n'y a pas d'opposition entre le fait d'être souverain, d'être indépendant, de pouvoir déterminer soi-même les règles de jeu démocratiques qui régissent le pays à l'intérieur, et puis une économie et des relations diplomatiques démultipliées dans le monde. Donc on a des relations économiques avec, on a par exemple un accord de libre-échange avec le Japon, avec la Chine, on a des relations économiques dans le monde entier, aussi avec l'Union européenne évidemment, c'est le partenaire principal, mais nous essayons de ne pas nous limiter à cela. Et puis nous avons des relations diplomatiques un peu partout, à travers les bons offices nous agissons pour intervenir lorsque des pays sont en conflit, pour être l'intermédiaire. Nous avons la Croix-Rouge, nous avons l'aide suisse en cas de catastrophe, qui est souvent très rapidement sur place, etc. etc. Donc la Suisse, en même temps, et quelque chose est une entité qui est définie par son identité, par sa situation géographique, par un système politique unique au monde, mais qui est en même temps incroyablement ouverte sur le monde. D'où est-ce que ça vient? Maintenant ça c'est la question historique que vous avez posée. Eh bien c'est que autour des 1291, là, il y a eu un serment dont on a les traces écrites, où les 3 cantons qui, si on veut, étaient situés sur le territoire du Gothard, en gros, donc aux abords de ce lieu de passage nord-sud qui à ce moment-là était quand même élémentaire pour le marché du sel, etc., toutes les marchandises possibles, entre l'Italie et l'Allemagne, se sont dit, mais enfin, pourquoi est-ce qu'on se fait tout le temps dominer, dicter les lois par les Habsbourg? Parce qu'à ce moment-là, c'était cette fameuse bataille de Morgarten, c'était Léopold d'Autriche. Donc, pourquoi est-ce qu'on se fait dicter... Les Habsbourg qui sont d'origine suisse, d'ailleurs, hein, oui, de la région de l'Argovie. Il faut le reconnaître. La Habsbourg se trouve en Argovie, donc ils occupaient à ce moment-là toute une partie de l'est de la Suisse, et ce n'est qu'avec l'essor des Waldstätten, donc des cantons primitifs qui ont formé ce premier noyau d'irréductibles gaulois, qu'ils ont peu à peu été repoussés vers l'est et en direction de Vienne. Mais au départ, c'était vraiment sur la partie orientale de la Suisse qu'ils se situaient. Et là, ces petits paysans, c'était des paysans, c'était un monde parfaitement agricole, ont décidé de se prêter serment pour une allégeance mutuelle, un soutien mutuel, et ne pas plus longtemps accepter que des juges extérieurs déterminent leur fonctionnement à l'intérieur de leur canton, de leur territoire. Et pour y arriver, ils ont dû mener bataille. Les 3 premières batailles les plus importantes, parce que c'est là que c'est vraiment toujours le plus fragile, c'est au début, ça a été Morgarten en 1315, et puis ensuite Sempach et puis Neffels, où régulièrement ils ont vaincu des troupes nettement supérieures en armes, en nombre, en utilisant intelligemment le terrain, les données géographiques et climatologiques, par exemple le brouillard à Neffels, la configuration du terrain, les troncs d'arbres et les rochers à Morgarten pour aplatir ces fringants chevaliers. Donc la nature et l'homme, c'est quelque chose qui forme un lien indestructible pour former une identité. L'identité, elle se base sur ce lien entre la terre des ancêtres, dans laquelle on enterre d'ailleurs ses morts, et les vivants qui en sont les porteurs d'espoir. C'est un peu ça qui forme une identité. Et puis je terminerai juste en disant que pourquoi l'identité est-elle si importante? Pourquoi on essaye de détruire cette identité dans le monde moderne? Parce qu'on veut créer un monde sans frontières. Et on nous dit que c'est la liberté. Un monde sans frontières n'est pas une liberté, c'est une énorme prison. Parce que l'identité, c'est ce qui me permet de me distinguer de celui qui est autre, qui est différent. Chaque identité, en soi, par son existence, garantit la diversité. Parce qu'il y a différentes identités, différentes choses qui ont une identité propre, et qu'une limite sépare de ce qui est différent, ça permet une diversité. S'il y a la diversité, il y a le choix. S'il y a le choix, il y a la liberté. Un monde où tout est égal à tout ne propose plus de choix. Et c'est une prison, c'est pas la liberté. Et la Suisse, c'est un territoire de liberté, puisque sur un territoire de seulement 42 000 km², donc c'est extrêmement petit la Suisse, vous avez une diversité extraordinaire, que ce soit au niveau architectural, paysage, culture, c'est 26 cantons, 4 langues, 26 cantons, c'est presque, c'est même pas un continent, c'est une galaxie.
Bien dit. Et alors, pour en revenir à l'histoire, il faut rappeler qu'après avoir affirmé ainsi leur volonté d'indépendance par rapport aux Habsbourg, les Suisses vont également s'illustrer contre les Bourguignons, hein, contre Charles le Téméraire, et le grand-duc d'Occident, et bien finalement, il s'est cassé les dents. Voilà, il va échouer, et il va mourir même lors de la bataille de Nancy, qui fait suite aux batailles de Granson et Morat, ce qui est un petit peu un événement tout à fait surprenant dans l'Europe de la fin du XVe siècle. Hein. Les Suisses n'étaient pas à cheval, donc ils ne pouvaient pas tomber de très haut. Alors que les aristocrates pouvaient tomber de très haut quand ils tombaient du cheval. Et donc ça, c'est Louis XI qui a un peu organisé tout cela, parce qu'évidemment que ce Bourguignon était une épine dans son pied. Et il s'est dit, pourquoi pas organiser un petit clash entre les Suisses et les Bourguignons. Ou je me débarrasse des Suisses, ou je me débarrasse des Bourguignons. De toute manière, je suis gagnant. Et c'est les Bourguignons qui ont mordu la poussière à travers Charles le Téméraire. Et là, on voit déjà quelque chose d'intéressant que la Suisse va payer un certain moment plus tard. C'est que les mercenaires de Charles le Téméraire ont perdu contre les paysans qui, eux, défendaient leur terre et leur existence. Et ça, c'est toujours plus fort. On l'a vu au Vietnam, on l'a vu en Afghanistan, on l'a vu dans beaucoup de conflits. Lorsque les gens se mobilisent pour défendre justement leur terre, leur identité, leur culture, contre des troupes mercenaires venues de l'extérieur, c'est généralement les troupes mercenaires qui mordent la poussière. Il y a des exemples contraires, mais ça n'a jamais duré longtemps. Et pourtant, les Suisses sont connus pour avoir eu et c'est là où ils ont payé. Des compagnies mercenaires. Voilà. Une fois qu'ils sont aperçus qu'ils avaient les bras plus noués que les autres, qu'ils tapaient plus fort, ils se sont dit on va exporter. C'était un pays très pauvre. Il faut quand même reconnaître que la Suisse, dans l'histoire, on la connaît maintenant sous sa forme moderne comme étant un des pays plus riches au monde, mais ça a été jusque même encore au XIXe siècle, c'était l'asile des pauvres de l'Europe. Et comment ce pays a pu ensuite arriver à ce succès, ça c'est peut-être quelque chose qu'on va traiter plus tard, mais là, en l'occurrence, ils ont commencé à vendre leurs bras, voilà. Et un peu partout, tous les royaumes d'Europe, tout le monde avait ses Suisses. Hein. Le pape les a toujours d'ailleurs. Oui, et vrai. Ça a culminé dans la bataille de Marignan, où là, pour la première fois, ils se sont désunis la veille. L'apparition des nouvelles formes de guerre à travers les canons, l'artillerie, qui apparaît à ce moment-là. Les deux éléments conjugués, donc la désunion des Suisses, alors qu'ils s'étaient jugés justement assistance mutuelle. Et là, ils ont un peu abandonné leurs principes. Donc, il ne faut jamais abandonner ces principes fondateurs. Surtout la veille d'une bataille. Juste la veille d'une bataille, c'est un peu idiot. Malgré cela, ils ont réussi à se retirer vers la ville de, je crois que c'était Novare, en rang quand même ordonné. C'était une défaite, disons, honorable. Ils ont perdu, mais sans être complètement dévastés et sans une fuite éperdue. Ils se sont retirés dans l'ordre, avec évidemment énormément de morts et de blessés. Et ça les a fait réfléchir. À partir de ce moment-là, peu à peu, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, peu à peu quand même, le mercenariat a perdu son importance et ils sont passés à autre chose. Mais la paix perpétuelle avec la France a fait quand même que les Suisses ont été au service de la France, ensuite pendant 3 sièges. Pratiquement. Ça se termine de manière tragique le 10 août 1792 lors de la prise des Tuileries. Mais il y a une tradition très forte. Oui, et on peut rendre hommage à ces hommes-là qui ont de vraiment... présence des Suisses dans les armées royales. Et on va retrouver de très nombreux Suisses après 1831 dans la Légion étrangère d'ailleurs aussi. Oui. Il y a une fraternité d'armes qui est ancienne et qu'il est utile de rappeler. Et de nos jours, ils sont encore donc la garde du pape, donc à Rome, est constituée de Suisses exclusivement. Et alors, on a évoqué dans quelle mesure l'histoire avait pu contribuer à forger cette identité suisse. Il y a aussi un élément sur lequel je crois il est bon d'insister, c'est le système politique, ce sont les institutions de la démocratie suisse, et pour une fois le mot veut dire quelque chose, car en Suisse on a vraiment le sentiment que ce système fonctionne, alors peut-être dans un petit pays, très décentralisé, c'est une manière de gérer les diversités, mais au bout du compte, je dirais, la Suisse peut apparaître un peu comme un miracle démocratique, parce que quand on parle de démocratie ailleurs, il y a effectivement beaucoup à dire quant à la réalité du gouvernement du peuple par le peuple. Alors que là, c'est vraiment l'émanation des gens, toutes qui sont et là, je crois que c'est lié à un système politique assez complexe finalement, mais qui finalement, au fil du temps, s'est révélé d'une efficience tout à fait
remarquable. Disons que dans l'histoire de cette planète, ou de l'histoire humaine, la seule démocratie populaire qui mérite réellement son nom, c'est la démocratie populaire suisse. Il y a eu des démocraties populaires. Oui. On sait. Mais on sait à quel point finalement le peuple n'avait rien à dire. Mais là, oui, parce que justement, ces gens-là vivant proche de la nature, dans un système de survie face à la nature, de solidarité, forcément, puisque c'était une question de survie, d'être solidaires les uns envers les autres, de développer des modes de fonctionnement basés sur des compromis, sur une entente mutuelle, ils ont créé un système qui est comme une horloge suisse. Vous avez de multiples rouages et tout est en équilibre. Vous changez une petite roue, ça aura une implication sur tout le système. Donc on est très très prudent avant de tourner une petite roue parce qu'on sait que toute l'horloge pourrait être déréglée. Donc on ne fait jamais de révolution en Suisse. Une révolution, c'est pas bon parce que ça risque de casser l'horloge. On ne veut pas casser l'horloge. On veut qu'elle fonctionne et qu'elle soit de mieux en mieux huilée et qu'elle fonctionne comme un perpétuum mobile. C'est le développement durable dans le domaine politique. Et en observant la nature, on s'est aperçu que la nature fonctionne de cette manière. C'est des cercles fermés, multiples, qui entrent l'un dans l'autre. Et c'est aussi, du siècle des Lumières, on connaît cette image du grand horloger. Donc c'est un peu cette image-là. Donc la Suisse a transposé cela, système d'équilibre, de rouages multiples, s'embriquant les uns dans les autres, a transposé ça au domaine humain et au domaine politique. Comment est-ce qu'on l'a fait? On s'est d'abord dit, on va faire en sorte à ce que toutes les forces politiques du pays soient représentées dans le gouvernement. Donc on ne va pas faire un gouvernement d'alternance où c'est une fois les uns, une fois les autres, tout aussi corrompus les uns que les autres, et puis finalement on ne change pas fondamentalement de projet de société. On fait chacun attend son tour de manger le gâteau. Ce qu'on connaît en France. Professionnel. Voilà. Oui. Et puis dans beaucoup de pays africains, c'est le problème. Donc vous avez l'opposition qui veut juste le pouvoir pour faire la même chose que faisaient les précédents, qu'on critiquait avant, mais on veut faire la même chose. Et puis ensuite, il y a le retour en arrière. Chez nous, non, puisqu'on est tous là-dedans, on doit trouver des solutions de se supporter. Dans un gouvernement, tout à coup, des socialistes, des chrétiens conservateurs, PDC plutôt, le Parti démocrate chrétien, des libéraux radicaux, c'est-à-dire un peu comme les républicains en France, et puis l'UDC, qui est un parti plutôt, je dirais populaire, ça me plaît mieux, souverainiste, disons, là, identitaire et souverainiste. Et tous ces gens-là doivent collaborer. Bon. Ensuite, on a deux chambres qui ont un même pouvoir. Vous avez la chambre du peuple, tant de représentants par tant de population, donc c'est environ 35 000, je crois 38 000 personnes donnent droit à un siège à cette Assemblée nationale, ce Conseil national où il y a 200 représentants. Et vous avez le Sénat, la Chambre des cantons, le Conseil des États, ça s'appelle, où vous avez tous les cantons qui ont deux représentants, sauf les demi-cantons qui en ont un. Parce que les demi-cantons à Bâle, par exemple, à Appenzell, c'est des demi-cantons. Mais ça veut dire que sinon, c'est deux représentants. Alors que vous soyez Zurich, avec 1,5 million d'habitants, ou Uri, je ne sais quel petit canton qui a 35 000 habitants, vous avez deux représentants. Et cette chambre a le même pouvoir que l'autre chambre. Donc ça, c'est le fédéralisme. Il n'y a pas de centralisation possible à partir de ce moment-là, puisque cette chambre des cantons est un régulateur très fort. Même si on pourrait dire, mais c'est injuste, 1,5 million, ils ont deux représentants, oui, mais parce que c'est une confédération avec des États qui ont librement choisi de former un État fédéral, confédéral. Voilà. Et puis ensuite, on s'est dit, bon, ça suffit pas, on va encore donner plus de pouvoir au peuple. Il faut le droit de référendum et le droit d'initiative. Alors le référendum, c'est 50 000 signatures qui doivent être assemblées pour combattre une loi voulue par le Parlement ou le gouvernement. Là on rêve, hein, Philippe. C'est 50 000 signatures et alors le vote a lieu. Si c'est un changement constitutionnel, le référendum est obligatoire. On n'a même pas besoin d'aller rassembler les signatures, ça sera automatiquement soumis au peuple. Par exemple, dans mon canton, parce que ça existe au niveau fédéral et cantonal, dans mon canton, je veux introduire un conseil de la magistrature, c'est-à-dire un contrôle indépendant de la justice. Et ça, c'est un changement constitutionnel qui est actuellement débattu au Parlement et ça va être automatiquement soumis au peuple. Donc après, je vais devoir voir si le peuple est d'accord de me suivre là-dessus ou pas. Et ensuite, on a le droit d'initiative. Alors là, le peuple lui-même, un groupe d'intérêt, un parti, un groupe de citoyens, a une force de proposition pour un changement constitutionnel. Et ça fait, à force de loi, on a gagné par exemple sur les minarets, donc l'interdiction de construire des minarets, où j'étais un peu le fer de lance et on a gagné à 58%. Et puis tous les cantons. Superbe victoire. Une surprise totale. A commencé pour vous, je crois. Ah oui, non, mais moi-même, le soir, là, je me retrouve en chaussettes dans la mosquée. On m'annonce le résultat. Je peux vous dire que l'ambiance a vite changé. Et je me suis senti relativement mal sur le moment, parce que c'était une situation assez explosive. Ensuite, l'immigration de masse. On a voté également. Le peuple s'est exprimé pour qu'on
reprennent en main un levier de contrôle des flux migratoires. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas d'immigration. Ça, c'est nos adversaires qui racontent. L'immigration en soi n'est pas mauvaise, mais il faut qu'elle soit régulée, qu'on puisse déterminer l'immigration selon nos intérêts en tant que pays souverain. Ensuite, on a gagné sur l'expulsion des étrangers criminels. On a gagné sur différents objets comme ça. Ça aussi, ça nous fait rêver. Oui, ça nous fait rêver. Par exemple, vous ne pouvez pas changer le taux de TVA en Suisse sans passer par le peuple. C'est pour ça que le taux de TVA est extraordinairement bas, il est à 8%, parce que c'est le peuple qui doit s'exprimer. Lorsque le peuple s'exprime, et ça, je me réfère là à un de vos concitoyens qui s'appelle Yvan Blot, il l'a prouvé dans ses écrits que, en gros, là où il y a la démocratie directe, l'État coûte 30% moins cher. Parce que le peuple détermine des choses qui concernent son propre porte-monnaie. Alors, et ensuite, à travers cela, vous avez ce socle donc du peuple qui est souverain, qui a toujours quelque part la possibilité institutionnelle de s'opposer aux décisions des gens qui ont le pouvoir, des politiques. Vous avez ce gouvernement collégial, où toutes les forces politiques sont dedans, vous avez ce fédéralisme avec les deux chambres. Tous ces garde-fous font qu'il n'y a pas de concentration de pouvoir possible, tout est en équilibre. Et c'est pour ça que la Suisse travaille par évolution lente. Si on change quelque chose, on le fait toujours très prudemment pour ne pas déséquilibrer cet organisme qui fonctionne de manière à durer comme disait Madame de Staël, il ne faut toucher aux lois que d'une main tremblante. Oui, c'est exactement ça. C'est tout à fait ça. Et nous l'avons vraiment réalisé en Suisse. Donc voilà le système qui, à ce moment-là, a des avantages multiples. Et ce qui fait maintenant, c'est l'autre question, comment on en arrive à cette prospérité suisse? Elle n'est pas due simplement à... On n'a pas de pétrole, par exemple. On n'a pas de richesse naturelle. On a des terrains qui sont... Peut-être sur le plateau suisse, ça va, mais sinon, quand même, il y a un paquet de cailloux. Il y a un milieu montagnard qui est plutôt hostile. C'est plutôt rude et hostile. Alors, il y a le chocolat et les montres et le tourisme, mais ça ne suffit pas. Donc, quel est le secret? C'est l'esprit fondamental. Vous avez donc un système, vu qu'il est en équilibre. Des gens avant tout. Le citoyen est responsable. Il est co-responsable de la gestion de l'État puisqu'il a le dernier mot. Puisqu'il va, à travers ses décisions, contribuer à donner une certaine direction à la gestion de l'État. Il est donc co-responsable. Le citoyen est investi aussi d'un pouvoir de gouvernance. Donc, il s'identifie au système. Ce qui veut dire que les décisions qui sont prises de cette manière ont une grande légitimité et sont acceptées même par les perdants. Si vous avez une décision qui est catapultée par décret, comme j'ai vu maintenant pour la nouvelle réforme des collèges en France, c'est même pas un débat parlementaire, c'est par décret. Mais en Suisse, c'est la révolution si vous faites ça. Donc là, pour une fois, on ferait la révolution. Mais c'est pas possible, le système ne le permet pas. Le système ne le permet pas. Vous êtes forcé un tel objet fait automatiquement l'objet d'un débat parlementaire, voire ensuite d'un débat populaire, d'un vote populaire, etc. Donc la légitimité des décisions est très forte, l'identification avec l'État est forte, et la paix sociale qui est un des vecteurs essentiels du succès économique. Parce que si vous avez tout le temps des grèves, des désordres, des casseurs qui... Voilà, les gens hésitent à investir. Lorsque vous avez un système où vous savez qu'il est pacifique en soi, que les énergies sont positives, parce que les gens, on a donné au peuple, c'est ça le principe de la démocratie, démos, le peuple qui détermine les choses, on lui a donné le pouvoir de déterminer les choses, de faire opposition par des instruments institutionnels. Il n'a pas besoin d'aller gueuler dans la rue, il n'a pas besoin d'aller casser des vitrines, il n'a pas besoin de faire entendre sa voix hors du système, contre le système. Le peuple est le système. Alors à ce moment-là, il ne va pas faire révolution contre lui-même, puisqu'il a les moyens institutionnels de faire opposition. Ça, c'est très très fort. Et ça vous crée une paix sociale, un environnement qui incite évidemment à investir. Parce qu'en plus, le degré de formation dans un tel système des citoyens est forcément élevé. Et démocratique. On n'a pas le sentiment de caste ou de classe en Suisse. Pour ainsi dire pas. Parce qu'on n'a jamais connu d'aristocratie. Donc ce genre de choses nous est assez étranger. Donc tout le monde, le maximum de gens doivent accéder au maximum de formation. La formation en Suisse, elle a certains lieux comme les PFL, Zurich, etc. C'est dans les universités les mieux cotées au monde, mais pour le reste, c'est surtout la démocratisation du savoir, mais à un niveau assez élevé. Pourquoi? Mais forcément, puisque le citoyen
est le pilier même de l'État, sur lequel repose l'État. Si vous voulez un État fort, il vous faut des citoyens qui soient en mesure, de par leur connaissance, leur sens des responsabilités, etc., leurs valeurs, soient capables de porter ce système. Et on doit donc bien les éduquer. Si vous les éduquez mal, votre système il tombe, parce que l'horloge elle est basée là-dessus. Les rouages de l'horloge, c'est les citoyens. Et est-ce qu'il n'y a pas quand même une tentation de rejoindre l'Europe? Parce que quand on regarde la carte de l'Union européenne, il y a les irréductibles petits Suisses là au milieu, ce qui les embête bien d'ailleurs à Bruxelles. Est-ce qu'il n'y a pas des beaux esprits qui disent mais quand même on ne peut pas comme ça rester en dehors de l'Europe? Oui, mais de moins en moins. Donc les derniers sondages nous indiquent que si on devait voter demain sur une adhésion de la Suisse à l'Union européenne, 85% des citoyens suisses diraient non. Ça, c'est les sondages qu'on a. C'est fini du temps où on était à presque 55 ans. Ça ne fait pas trop rêver. Ça ne fait plus rêver personne. On se rend bien compte que ce modèle de société-là, il va dans le mur. Un jour, cette Union européenne-là, elle va éclater. Et ça sera peut-être la chance. Ça sera peut-être la chance de créer quelque chose de différent. Moi, je pense à une sorte de... l'alternative, ce serait une Europe confédérale sur le modèle suisse. Le modèle de la Suisse. Mais oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas casser le moule. Il ne faut pas casser le moule, parce que ce qui fonctionne là en petit pourrait fonctionner en plus grand, avec des adaptations évidemment, mais on peut le faire fonctionner. Moins facile quand même. C'est moins facile, mais vu le nombre de les Grecs pourraient rester les Grecs, les Italiens. On n'aurait pas... Et chacun pourrait aussi développer un mode de fonctionnement économique qui lui est propre, ce qui est le cas pour les cantons suisses. Vous n'avez pas la même conception de l'économie, par exemple dans un canton alpin comme le mien, comme à Zurich, qui est le canton des banques, des affaires, de la grande industrie. Et tout ça cohabite de manière harmonieuse. Mais pour ça, il faut le fédéralisme. Sinon, vous n'y arrivez pas. Donc une sorte d'Europe des nations, une sorte d'Europe confédérale serait, à mon avis, un modèle où même la Suisse pourrait trouver une place. Mais d'abord, il faut que ce modèle existe. Pour le moment, on a quelque chose de particulièrement centralisateur, bureaucratique, qui évolue à des stratosphères au-dessus de la tête des gens. Donc, où l'on voit l'identification ne se fait pas. Les gens, par exemple, d'une circonscription ne connaissent même pas leurs députés, leurs élus européens. Il n'y a pas de lien. Ça, c'est aussi un avantage du modèle suisse. C'est que vu qu'on a la démocratie directe et doit constamment, 4 fois par année, le Suisse va voter sur des objets divers. On a été jusqu'à voter 12 objets. Une seule fois, c'était presque trop. Bon. Mais c'est régulièrement 4 à 5 objets qui sont votés. Nous sommes tout le temps obligés, en tant que politique, moi je suis obligé de descendre dans la rue, descendre dans l'arène, expliquer aux gens, convaincre tout le temps. C'est pénible pour des politiques. Ça, on préfère se ranger en petits cercles de gens de bonne compagnie qui s'entendent entre eux, etc. Ici non, on est dans le cambouis, on doit expliquer aux gens, et ça fait qu'en plus on a un parlement de milices. C'est pas des professionnels, ce qui fait qu'ils ont un lien quotidien avec les citoyens dans leur vie quotidienne. On n'est pas dans une bulle, on n'est pas à des hauteurs stratosphériques, on est parmi les gens, on vient, on sert et on disparaît. C'est comme ça, le modèle suisse, il y a peu comment dire, c'est pas le culte de la personnalité qui détermine la politique suisse. Il y a peu de personnalités qui ressortent. D'ailleurs, personne ne connaît le nom du président de la Suisse. C'est le système qui est fort. Le système perdure, les hommes passent. Et quelle est la part de l'abstention en Suisse, où les élections sont si importantes? Alors les élections, ça dépend. Là, les élections nationales, c'est autour des presque 50%. Ah, quand même. Ah, quand même. D'accord. Mais c'est pour nous encore un peu faible. Alors dans certaines votations, on a eu atteint des votations à 70%. Quand c'est très important, je peux vous dire que là, ça se mobilise. Ça dépend de l'objet. Tout le monde ne va pas voter tout le temps, donc c'est pas toujours les mêmes qui vont voter, les mêmes qui ne vont pas voter. Donc en gros, sur 10 votations, 90% des gens sont allés voter au moins une fois. Et puis ensuite, dans les élections cantonales ou communales, on a une part plus forte de participation. Mais ça fonctionne encore assez bien. Disons qu'on peut dire que c'est représentatif, ça fonctionne bien. Et le combat continue. Le combat continue parce que le combat n'est pas gagné. Quand vous êtes un petit pays de 8 millions, on voit les attaques des anglo-saxons, par exemple sur le secret bancaire, sur nos banques. On gérait le 33% environ de la fortune privée mondiale. Et ça, évidemment que c'était une épine dans le pied des Américains. Donc il faut dire aussi qu'une de nos grandes banques, ou 2 de nos grandes banques ont commis quand même ce péché d'arrogance qui justement est contraire au principe suisse. La Suisse fonctionne parce qu'elle est construite sur un principe d'humilité. Humilité face aux lois immuables qui déterminent nos destinées, qui déterminent le fonctionnement de cette terre. Et tant qu'on reste en symbiose avec ces lois,
on est dans l'équilibre et on a créé la Suisse sur ce principe-là. Et chaque fois qu'on a contrevenu à cela, dans le scandale UBS, grande banque aux États-Unis, Swissair, on a cru qu'il fallait racheter Sabena, Airlib, il fallait jouer comme dans la cour des grands, on s'est planté. Les mercenaires qu'on vendait 1515, c'est exactement le même principe. Chaque fois qu'on s'est éloigné de ces principes fondateurs-là, on s'est cassé les dents. Mais chaque fois, on a été. C'est ça, à nouveau, le côté pragmatique et raisonnable des Suisses. Vous tirez des leçons. On tire la leçon et on revient à autre chose. Et on répare. Les dégâts sont jamais dévastateurs. Nous ne vivrons jamais le 1945 qu'ont vécu les Allemands, parce qu'on arrête la catastrophe le plus vite possible pour de nouveau reconstruire quelque chose d'autre. Eh bien, merci Oscar Fressinger. Voilà des conclusions tout à fait lumineuses dont on pourrait s'inspirer ailleurs qu'en Suisse. Et bravo à la Suisse et bravo à vous. Merci. Vous revenez quand vous voulez. Vous êtes ici chez vous. Merci de m'avoir invité, c'est sympa. À la semaine prochaine.